Bonjour à tous et à toutes. Merci Pierre-Yves, cher ami, pour ton invitation. Merci au Papillon Blanc et à la Fondation de Sèvres pour cette belle manifestation qui contribue, une pierre de plus, à faire avancer la cause que nous défendons tous. J'ai prévu, à la demande de Pierre-Yves, de centrer mon intervention sur la question de la coopération. J'ai titré « Nouveaux métiers ou nouvelle coopération ». C'est vrai qu'à certains moments, on se demande si être enseignant dans une école inclusive, c'est faire le même métier. C'est probablement la même chose pour les professionnels du médico-social qui avaient des savoir-faire qui prenaient place dans des structures spécialisées. Est-ce que ce sont les mêmes savoir-faire? Est-ce que c'est le même métier quand on le fait au plus près de l'école ou au plus près des dispositifs de droit ordinaire? Est-ce que c'est un nouveau métier ou est-ce que c'est l'occasion de refaire son métier? J'avoue que je n'ai pas pris de notes sur ce que j'ai dit l'an dernier. Moi, j'ai l'impression quand même que bien souvent, et je pense que Marc Boucharel y reviendra, il parlait de paradoxe, on voit bien qu'à certains moments, on se demande en tant que professionnel si on est encore dans son métier, si on arrive à faire son métier. Quelquefois, on ne se reconnaît plus dans son métier. Et donc, la question que je pose et que je vais peut-être essayer de pousser avec vous et d'amener des éléments de réponse, est-ce que c'est l'occasion aussi, avec de nouvelles coopérations, de refaire son métier, là où on ne s'y reconnaissait plus? Voilà. Alors j'ai une demi-heure, donc je ne vais pas passer 25 minutes sur ma première diapo. On aura l'occasion, comme le dit Pierre-Yves, d'échanger dans les moments formels et informels. J'ai besoin avant tout de lever 3 malentendus que j'avais exposés un petit peu l'an dernier, qui seront repris aussi par les autres intervenants, donc je ne vais pas y rester beaucoup, mais pour moi c'est fondamental. Le premier malentendu, ce serait de considérer l'école inclusive d'un unique point de vue. Pour moi, l'école inclusive, c'est avant tout un projet, comme le disait d'ailleurs Madame Marga ce matin, un projet conceptuel. C'est une idée pour l'école, c'est un idéal de l'école. Pour ceux qui ont lu mes articles, à la question « Est-ce que l'école inclusive a des limites ?» Moi, je réponds non. Tout enfant est capable d'apprendre, tout enfant est capable d'aller à l'école, dans la mesure où l'école est capable de répondre à ses besoins. Évidemment, est-ce que l'école est inclusive tout de suite? On a tous en tête un certain nombre de jeunes qui n'ont clairement pas leur place à l'école. Donc soit on dit ces enfants n'ont pas leur place à l'école, soit on dit comment transformer l'école pour que ces enfants aient leur place. C'est un choix éthique et idéologique. Choisissons la société dans laquelle nous voulons aller. Madame la responsable de l'ARS, l'ONU, l'UNESCO, l'OCDE, la loi de 2005 nous donne des éléments de réponse là-dessus. Il nous faudra donc prendre en compte la réalité du terrain. L'école est inclusive, un peu, pas complètement. Et puis on a des textes qu'il nous faudra peut-être aussi questionner. Ils ont beaucoup d'avantages, mais ils ont aussi des limites. Et on a le point de vue des personnes qu'il faut aussi prendre en compte. On a évoqué tout à l'heure, monsieur le proviseur, je crois, le sens de l'école, le sens que l'école peut avoir pour ces jeunes. Oui, bien sûr, il ne suffit pas d'avoir des accompagnements humains et matériels. Les significations que l'école transmet à nos jeunes, les projets sont à prendre en compte. J'ai mis dans le diaporama aussi une petite définition parce que ça me semble fondamental et ça me permettra de faire la transition vers mon deuxième malentendu. L'école inclusive, un projet pour l'école. Oui, pour moi, c'est avant tout un projet, je l'ai dit, qui, par des adaptations structurelles, organisationnelles et pédagogiques, souhaite rendre possible pour tous les élèves l'école. Des adaptations structurelles, organisationnelles
et pédagogique. Ça veut dire que pour moi, l'école inclusive, ça ne se limite pas à l'inclusion. Et le témoignage qu'on vient d'avoir sur l'UEM l'illustre de manière magnifique. Il y a des temps d'inclusion dans les classes, mais s'il n'y avait que l'inclusion, eh ben l'UEM, elle n'existerait pas, et ces enfants, ils ne seraient pas à l'école, parce qu'on voit bien que leurs difficultés nécessitent des dispositifs organisationnels, peut-être même de bâtir. Ça a été dit, hein, il a fallu changer, y compris l'organisation des locaux, les affichages, etc. Donc, pour moi, je suis très gêné avec le terme inclusion. Plusieurs le disent, hein, Charles Gardou à Lyon, Serge Ebersold à Paris, au CNAM. On voit bien que c'est l'école qui doit être inclusive plus que des enfants qu'il nous faut inclure. Sinon, on n'est pas loin des logiques anciennes de l'intégration scolaire. Je n'ai pas trop le temps de m'appesantir là-dessus. On pourra en rediscuter si vous voulez, mais je pense que ça peut être assez rapidement clair. Troisième élément, réserver l'école inclusive aux élèves avec reconnaissance de handicap. Oui, bien sûr, l'école inclusive, elle a été faite pour ça. La loi de 2005, c'est une loi sur le handicap. D'un autre côté, vous le savez, nous le savons tous, à l'école, des élèves en difficulté, il y en a bien plus que d'élèves handicapés. Il y a même des élèves handicapés qui ne sont pas en difficulté. Donc, la question pour moi, c'est bien la question des besoins éducatifs particuliers, au sens scolaire. Hein, le mot éducatif, éducation nationale, il est un peu ambigu. Mais évidemment, la question, c'est bien la question de l'adéquation de l'enfant à l'école. On a des enfants qui s'emboîtent très bien avec les logiques scolaires, notamment les enfants d'enseignants, bien souvent. C'est bizarre. Et puis, on a des enfants pour qui ça va un petit peu moins bien. Et le papa, tout à l'heure, nous a très bien dit que, ben oui, c'est très bizarre, parce que même si on considère que notre enfant n'est pas handicapé, il faut passer par la case handicap et MDPH pour avoir une reconnaissance qui fait que l'école va prendre en compte et mettre en place un certain nombre d'aménagements. Bien sûr, oui, c'est comme ça. Alors, il va falloir faire avec. Et d'un autre côté, on est nombreux à prendre conscience que certains enfants pourraient trouver des réponses à leurs besoins si l'école changeait un peu, sans forcément passer par la case MDPH. C'est la logique des besoins éducatifs particuliers, c'est une logique assez ancienne, puisque les Anglais l'ont adoptée depuis les années 70. On peut avancer là-dessus. De toute façon, moi j'ai beaucoup travaillé dans les classes, c'est vrai que je fais un peu de théorie, c'est mon boulot à l'université, mais ce que je le sais grâce aux acteurs de terrain. Donc j'ai l'intime conviction que l'école ne bougera pas si on veut juste répondre aux besoins des élèves handicapés. On a trop d'élèves en grande difficulté dans l'école pour que les enseignants soient prêts à faire des aménagements juste pour ceux qui ont la chance d'être handicapés. Peut-être je provoque. Voilà, je vais assez vite, excusez-moi, mais juste pour vous dire que, donc, si on ne limite pas l'école inclusive aux élèves handicapés, on peut étendre le concept et nos réponses aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Ceux qui ont travaillé sur la stigmatisation, sur les étiquettes, Goffman et autres, savent bien que finalement, la nature ayant horreur du vide, si on enlève l'étiquette handicapée, dont on peut considérer qu'elle n'est pas utile dans l'école, on reconstruit des étiquettes avec les étiquettes élèves à besoins particuliers. En fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le fait qu'un élève soit à besoin particulier, mais plutôt les besoins particuliers des élèves. Qui n'a pas de besoins particuliers? Tout le monde, à un certain moment de sa carrière scolaire, a eu des besoins particuliers, des besoins d'attention, des besoins d'aménagement dans les programmes ou des besoins d'aide parce que l'école devient difficile à certains moments. Et donc, en fait, et là pour moi, c'est à la fois très théorique et à la fois un levier extraordinaire, on voit bien que si on répond aux besoins et pas aux élèves, on pourrait s'expliquer, hein, le raccourci est un peu violent, on peut trouver des réponses intéressantes.
Mes collègues, j'ai pu le dire peut-être l'an dernier, qui travaillent sur la lecture, me disent un élève qui a une dyslexie et un élève qui est en grande difficulté scolaire du fait d'un parcours social, culturel un peu compliqué, à l'école, on l'aide pareil. Ça veut dire que, vous voyez, en déconstruisant les catégories de personnes et en trouvant, en fait, en constatant que dans l'école, on a des élèves qui ont une grande difficulté en lecture, on peut mettre en place un dispositif pour les élèves qui ont une grande difficulté en lecture. Que cette difficulté ait une origine médicale, sociale, culturelle ou autre. Ça commence à devenir intéressant parce qu'on peut trouver aussi des réponses avec des moyens dont on sait qu'ils restent limités. Je vais mettre ma souris là, on va gagner un petit peu de temps. Voilà, donc ça veut dire effectivement, et ça reprend ce que disait monsieur l'inspecteur d'académie tout à l'heure, que finalement, l'école inclusive, c'est un dispositif pour tous les élèves, et c'est l'école. C'est effectivement notre rêve, et on peut tenter de réfléchir dans cette logique-là. Ça veut dire que finalement, on peut privilégier l'accessibilité à la compensation. Dans la loi de 2005, qui a été beaucoup citée, on a avant tout pris la compensation, parce qu'il y avait les MDPH et qu'on a donné des droits à des personnes pour leur permettre d'accéder à la société. Et dans l'école, c'est vrai que l'école ne s'est pas transformée beaucoup, en tout cas pas rapidement, puisque la loi qui a donné suite à la loi de 2005, c'est la loi de 2013, il a fallu attendre presque 10 ans, et on voit bien que l'école n'est pas encore complètement inclusive. Donc en fait, on attend surtout des personnes, avec les aides qu'on leur apporte, qu'ils s'insèrent dans une école qui n'est pas tout à fait faite pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on puisse raisonner en termes d'accessibilité de l'école, que l'école soit a priori accessible, plutôt que de chercher des compensations pour des élèves dont on sait qu'elles vont être difficiles à être mises en place. Des ruptures, des passages comme ceci, j'en ai d'autres, j'en ai au moins deux. Le premier, qui à mon avis devrait nous faire beaucoup discuter, alors on n'a pas le temps, mais j'espère que cette journée elle va se continuer sur vos terrains, etc., c'est le passage d'une logique de protection à une logique de participation. Ça a été dit dans l'après-guerre, la sécurité sociale, qui c'est qui a voulu les établissements spécialisés? Ce sont les familles, ce sont les associations. Et donc, moi je me garde bien de juger l'histoire. C'était une époque où on a souhaité avant tout des lieux de protection. 30 ans plus tard, 2005, qui est-ce qui fait la loi de 2005? Ces mêmes associations qui changent de discours et qui promeuvent la participation. Donc on a bien changé de monde, on a bien changé d'idéologie, d'une logique de protection à une logique de participation. Le troisième, qui est extrêmement important dans l'école, on n'y reviendra pas trop, mais c'est vraiment quelque chose qui pose problème aux enseignants, c'est de gérer une forme d'injonction paradoxale entre l'égalité républicaine, même programme pour tous, ça a été dit d'ailleurs dans le cas de l'UEM, même programme de l'école maternelle, et l'équité. Les enseignants comprennent très vite que le monde a changé, qu'il ne faut plus être mais équitable. D'un autre côté, l'égalité, elle est toujours là. Donc, on a quelques difficultés là-dessus. J'ai rajouté une diapo. Vous voyez, l'égalité, on peut la penser aussi au regard de l'équité si on supprime les barrières. Ça, c'est celle de l'accessibilité de l'école. Donc, en fait, des évolutions de notre société, des évolutions de notre façon de penser qui se transforment en autant de dilemmes sur le terrain. Et monsieur le proviseur, tout à l'heure, le principal, du collège, a bien insisté, effectivement, en disant « nous, on est pratico-pratique ». Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce qu'effectivement, sur le terrain, tout de suite, cette espèce de belle idée d'une école inclusive, ce rêve, à des moments, il ressemble un peu à un monde de bisounours. Et au quotidien, ce qu'on vit, ce sont des tensions.
Je montrais à Pierre-Yves dans La Montagne, journal local auvergnat d'où je viens. Aujourd'hui, une des premières pages est consacrée sur Brive, on est entre les deux, vous voyez, à une école qui est en train de s'opposer assez férocement à la présence d'un enfant autiste en cours moyen. Parce qu'effectivement, on voit bien que, bien sûr, les enseignants ont lu la loi de 2005. Bien sûr, ils sont d'accord avec cette idée qu'il faut accueillir tous les enfants. D'un autre côté, le comment il faut faire, il est loin d'être résolu. Et donc, en fait, ces évolutions se transforment en autant de dilemmes et de tensions chez les professionnels. Chez les professionnels ou entre professionnels. Et là, j'en viens vraiment au cœur de ma présentation, c'est-à-dire qu'en fait, à certains moments, j'y reviendrai tout à l'heure, la rencontre des mondes crée aussi des conflits de culture, des conflits de normes. Force est de reconnaître que le secteur médico-social, les établissements spécialisés, depuis des décennies, qui ont accueilli ces enfants que l'école ne voulait pas, se sont avant tout institués en lieu de protection et défendent la logique de protection de l'enfant, et voient bien la maltraitance que génère la présence de certains enfants dans des écoles qui ne sont pas faites pour eux. Et l'école défend un autre point de vue, qui est celui finalement de la participation, puisque l'école, elle est pour tous, elle devrait être pour tous, etc. Quitte à ce qu'effectivement, à certains moments, ça génère un certain nombre de maltraitances que les enseignants ne voient pas parce que ils gèrent la norme scolaire, ils gèrent un certain nombre de valeurs qu'on leur demande de gérer. Donc, on voit bien des tensions, des situations quasi dilemmiques. Un dilemme, au sens philosophique du terme, c'est insoluble. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est insoluble. C'est insoluble parce que finalement toute situation d'entre-deux n'a aucun sens. Prenons l'exemple de nos jeunes autistes là de l'UEM. Qu'est-ce que ça voudrait dire de les mettre dans une situation de classe qui correspondrait un peu à leurs besoins, mais pas trop, parce que quand même on peut pas trop en faire. C'est juste pas possible. Soit c'est les professionnels qui pètent, soit c'est les jeunes. Mais l'entre-deux n'a pas de sens. Donc, en fait, il va falloir sortir du dilemme. Il va falloir sortir de ces oppositions. Et l'exemple qui nous a été donné de l'UEM montre de manière, je trouve, assez spectaculaire qu'on peut avoir une école qui est à la fois ordinaire, la même pour tous, les mêmes programmes pour tous, et adaptée et bien traitante, comme ça a été dit, bien traitante, en permettant effectivement de tenir la logique de protection. C'est la même chose pour l'égalité et l'équité, vous en conviendrez, et c'est la même chose aussi pour l'accessibilité et la compensation. Bien sûr, on va faire une école accessible, mais bien sûr, on a de l'argent pour la compensation. Donc il va bien falloir articuler, profiter aussi des moyens de compensation au service de l'accessibilité. Alors ça, je vais passer. Ça, c'est pour finir de plomber l'ambiance, mais vous l'avez vu peut-être en novembre dernier, la rapporteuse des Nations Unies n'a pas forcément été très tendre avec la France. Bien sûr, en Italie, il y a eu des situations un petit peu compliquées dans les années 70, mais en France, il y a quand même, et il doit y en avoir pas mal dans cette salle, depuis près de 50 ans, des familles qui attendent pour leur enfant une place dans l'école. Alors, depuis 50 ans, leur gamin, d'accord ? Donc, oui, bien sûr, la France a fait le choix d'une forme de cohabitation et d'évolution lente. Mais ce que nous dit l'ONU, c'est ça serait bien que ça vienne. Ça serait bien que ça vienne au service de tous. Et comme je le dis, comme je l'ai dit, ou j'espère que vous l'avez compris malgré mes propos un peu polémiques, la réponse, elle n'est pas dans du toute école ordinaire pour tout le monde, elle n'est certainement pas dans la suppression des aides éducatives, thérapeutiques ou rééducatives, elle sera bien dans une réponse qui soit à la fois bien traitante et ordinaire. Donc, nouveau métier, nouvelle coopération. Jusqu'à présent, on n'avait pas de problème. Jusqu'à présent, c'était 2005, ou encore maintenant, personne ne se parlait. Les difficultés qu'on rencontre, elles sont aussi liées au fait qu'on rapproche des mondes. On rapproche des mondes.
l'école, les structures spécialisées, les familles, ça a été bien dit tout à l'heure, et c'est ô combien nécessaire. Je reprends ici une définition que j'aime beaucoup de ma collègue Corinne Mérini, qui travaille sur le partenariat et avec qui je fais beaucoup de recherches. Le partenariat conçu comme une action commune négociée au service de la résolution d'un problème. Ça veut dire que le partenariat, ça ne se décrète pas. Alors bien sûr, il y a les partenariats institutionnels, il faut bien signer des conventions, faire des accords, regarder les responsabilités des uns et des autres. Les papiers qu'on signe, c'est bien sûr quelque chose de nécessaire. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les partenariats d'acteurs. Comment faire en sorte que l'orthophoniste travaille avec l'enseignant, comment le rééducateur peut travailler avec les autres professionnels de l'école, etc., etc. Pour moi, ça va passer par la négociation. C'est bien ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, le partenariat, il ne préexiste pas, il va falloir le construire ensemble. C'est une action à mener au service de la résolution d'un problème. Le problème, c'est quoi ? Eh bien, ça pourrait être cet idéal de l'école inclusive, ce projet de faire une école qui soit à la fois ordinaire et adaptée à chacun. Mettre en place un espace d'intermétier, en fait, ça nécessite de rencontrer des cultures qui ne sont pas les mêmes. Si on écoute Manon... Cette année, du coup, vu que je travaille en CLIS, je travaille avec plusieurs CESAD. Donc Manon, elle est nouvelle titulaire, elle est sur le site Néopass, on l'a interrogée, elle est nouvelle titulaire enseignante spécialisée, même pas d'ailleurs enseignante à l'époque, et elle travaille dans ce qui était à l'époque les CLIS. Oh, j'ai bien fait d'arrêter, je ne peux plus remettre. Donc, comme disait ma collègue tout à l'heure, ça peut être un grand soutien psychologique, ça peut donner des pistes de travail. Ils connaissent mieux les élèves, ils les voient en individuel, donc souvent, là aussi, ils ont une approche différente. Après, ça peut aussi devenir le contraire, parce qu'ils ont l'habitude de travailler en binôme, et que quand on en a 10, on ne travaille pas comme quand on en a un. Et que c'est les conseils qui marchent quand on est en situation duel ne marchent pas forcément quand on a les autres élèves autour qui appellent, qui questionnent et qui ont aussi besoin d'attention. Voilà, tout est dit. Alors, si je prends ce schéma-là, en fait, on a une conception du partenariat et une conception de l'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement, qui est souvent comme ça très descendante. Les enseignants en premier, quand ils ne savent pas faire, et c'est le cas fréquemment, ils vont demander aux professionnels du médico-social, du soin, de la rééducation, des solutions. Peut-être même des fois des solutions toutes faites. Et donc, que disent les professionnels? Que répondent? Ils répondent ce qu'ils savent faire. Il faut reconnaître que, comme le dit Manon, bien souvent, ils connaissent mieux les enfants, et ils connaissent à coup sûr bien mieux les problématiques, les handicaps, les difficultés, les troubles. Mais les réponses qu'ils donnent ne sont pas efficientes dans l'école. Bien sûr, parce qu'ils ne savent pas faire à 20, à 30, à 40. Alors, qui a la réponse? En fait, tout le monde. Mais tout le monde collectivement. C'est une intelligence collective. On a des professionnels du secteur médico-social qui connaissent bien, effectivement, les limitations d'un certain nombre d'enfants, qui ont plein de réponses possibles au regard des jeunes. Et puis, on a des enseignants qui savent bien faire la classe. Enfin, on l'espère. Et la rencontre des deux peut permettre de trouver des solutions. En fait, c'est une rencontre d'expertise avec un S. L'expertise des uns étant aussi légitime que l'expertise des autres. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental parce que si on ne prend pas en compte les besoins des professionnels, on n'avancera pas. Prendre en compte les besoins des enfants, c'est évidemment déterminant, mais prendre en compte les besoins des professionnels, c'est tout aussi nécessaire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne feront pas. Ils ne feront pas parce qu'ils ne savent pas faire. C'est ce qui se passe depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, en fait, on a à concevoir des réponses qui nous permettent, nous tous ensemble, de faire notre travail.
aux enseignants de faire classe. C'est pour ça qu'ils sont payés et c'est ça qu'on veut quand on veut le milieu ordinaire pour tous les enfants. Et aux professionnels du soin et de la rééducation aussi. On voit bien la même maltraitance qu'il y a à certains moments à proposer à ces professionnels d'apporter des réponses qu'ils ne sont pas capables d'apporter. Donc vous voyez ma définition, partenariat, action commune, négociée. Elle prend du sens. Cette négociation, c'est la construction du projet, du devenir de l'enfant, du devenir de l'école, de la transformation des structures. Ça commence à devenir, vous voyez, à la fois très théorique, mais très pratique, me semble-t-il. Donc, on a à gérer des problèmes de surplombance à prendre au sens très très large, le fait qu'effectivement, à des moments, des personnes sont présumées sachant et devraient enseigner à d'autres, non. La construction, la réponse, elle est collective, et l'expertise des familles est tout aussi légitime que celle des enseignants ou des professionnels du soin, et celle des AESH aussi. Plusieurs qui les ont côtoyés dans la salle savent bien qu'à certains moments, on leur donne des tâches impossibles. Faire cohabiter les temporalités, j'aurais plein d'exemples comme ça, je ne peux pas les donner tout de suite, mais on voit bien que le temps de l'école, ça se finit le 30 juin, non? Combien? 3 juillet cette année? Voilà, le temps de l'école, c'est comme ça. Alors, on peut changer l'école, mais si on veut vivre dans l'école comme qu'elle est, la fin de l'année scolaire, c'est le 30 juin ou le 3 juillet. Le temps du soin, c'est un autre temps. Le temps de l'enfant, c'est un autre temps. Alors, pareil, soit on fait des compromis, dépêche-toi d'apprendre, mon chéri, l'été arrive, soit on essaye de conjuguer les temps. Excusez-moi, jeu de mots d'enseignant, mais voilà, il va falloir peut-être, là encore, sortir d'espèces de compromis un peu morbides ou mortifères ou impossibles et trouver des solutions pour que l'école puisse vivre en tant qu'école, que le soin puisse se faire, que les apprentissages puissent se faire, etc. J'en ai plusieurs comme ça, mais je n'ai pas trop le temps. Je voudrais juste vous soumettre 2-3 éléments. Combien il me reste? Mon temps est passé. Ah, c'est plombé. Je vais aller vraiment très vite. Les problèmes que ça pose, en fait, ils datent de la nuit des temps de l'ASH. Se répartir le travail ou coagir, ça a toujours été ça. On se répartit le travail. Ce faisant, on se répartit l'enfant. Il me semble avoir dit l'an dernier que la bienveillance individuelle, chacun faisant bien son travail, crée de la maltraitance collective. On sait bien, ces enfants qui sont ballottés d'un lieu à l'autre, qui ont 3 enseignants, 5 éducateurs, 3 heures de classe, je pense que Marc Boucharel en parlera dans sa présentation, la scolarisation, l'augmentation du taux d'enfants à l'école ordinaire masque un énorme malentendu, là encore. Combien d'heures d'école? Et expliquez-moi comment un enfant qui fonctionne bien, s'il a 3 heures d'école par semaine, il peut fonctionner bien. On va remplir les MDPH. Voilà, imposer son point de vue, construire son activité en continuité ou en rupture. On voit bien que le travail collectif peut permettre de lever un certain nombre de difficultés. Voilà, bon, j'avais quelques exemples, je ne vais pas avoir le temps, c'est ma faute, j'avais qu'à mieux anticiper. Je voudrais donner deux, trois pistes pour conclure. Serge Bersold, il dit, en fait, ce qui nous fait marcher, c'est le projet. Ça a été dit plusieurs fois, notamment par Madame la responsable de l'ARS. On voit bien que penser le devenir de l'enfant, c'est quelque chose qui peut être aidant. Ces enfants qu'on voit fragiles en maternelle, en grande difficulté, si on sait, et on a quand même plein d'exemples, que adultes, autistes, ils pourront trouver du travail, ils pourront avoir un emploi, être autonomes, avoir un logement, ça fait qu'à l'école, on ne fonctionne pas pareil. Et si je fais un rétro-planning, si je veux qu'ils soient en milieu ordinaire pour le travail, alors il va falloir qu'ils aillent au lycée, donc au collège, donc à l'école, donc à la maternelle. Après, si on veut qu'ils aillent ailleurs, c'est un choix. Formation, oui. Formation, tout le monde le dit. Co-formation. Je le disais dans une académie lundi, cette année, j'ai fait très fort. J'ai fait une formation en partenariat aux enseignants pour leur dire de travailler avec les orthophonistes. Et j'ai fait une formation avec les orthophonistes pour leur dire de travailler avec les enseignants. Mais je n'ai pas été fichu de faire la même formation. Il
faut aussi que les organismes de formation balayent devant leur porte. Je n'ai pas été capable. Voilà. Problème de temps, problème d'emploi du temps, etc. Donc, il va bien falloir à certains moments qu'on travaille ensemble, y compris depuis la formation initiale, et qu'on envisage la formation continue. Je sais bien, ce n'est pas les mêmes catalogues, ce n'est pas les mêmes logiques, mais qu'on l'envisage ensemble. Je voulais vous donner un autre élément. Oui. Je voulais interroger les dispositifs d'accompagnement et ça sera ma conclusion. On a besoin de travailler ensemble. On a des structures qui se transforment en dispositifs. On a des dispositifs qui sont avant tout, encore, pour le moment, largement des dispositifs d'accompagnement des personnes. Est-ce qu'on peut envisager, comme le font les Papillons Blancs sur Bergerac, partenaire d'une expérimentation Nexem à laquelle je participe aussi, que l'on accompagne mieux les familles pour qu'elles soient plus capables de négocier le projet de leur enfant, leur place en milieu ordinaire ou spécialisé, mais en tout cas la place que peut souhaiter la famille dans le contexte qui est le nôtre. Est-ce qu'on peut imaginer de réorienter l'accompagnement, au moins partiellement, des dispositifs vers les structures et dispositifs de milieu ordinaire? En d'autres termes, est-ce que les professionnels de l'accompagnement, qui ont une expertise sur les besoins particuliers des personnes, peuvent consacrer un peu plus de leur temps à aider les professionnels de milieu ordinaire à faire leur travail? On voit bien qu'on passe de la logique de compensation à la logique d'accessibilité. On aura un exemple cet après-midi dans le cadre de la réforme du métier d'enseignant avec le CAPEI, le nouveau diplôme d'enseignant spécialisé, pour une part, fait des enseignants spécialisés, des personnes ressources capables d'aider à la transformation de l'école plutôt que de simplement prendre en charge, quel mot difficile, les élèves particuliers au sein de l'école. Voilà, donc 2 pistes, et désolé pour le temps dépassé.